Merci à tous d'être là. On est content de voir que la biodiversité, ça intéresse les entreprises, c'est chouette. On va vous parler effectivement de qu'est-ce que font les entreprises pour la biodiversité et du coup, par extension, qu'est-ce que vous pouvez faire et quelle est la responsabilité des entreprises par rapport à ça. Alors, je vais laisser mes oratrices se présenter. Fanny. Oui, bonjour, Fanny Bancourt. Moi, je suis consultante en stratégie biodiversité dans la société coopérative BL Evolution et j'accompagne au quotidien les entreprises sur l'identification des enjeux de biodiversité, la construction de stratégies et la mise en œuvre de ces stratégies. Et Laura Rouvière, moi je travaille à l'Office français de la biodiversité. Je suis chef d'unité entreprise et biodiversité, donc pour accompagner la mobilisation des entreprises sur la prise en compte de la biodiversité. Voilà, et moi je m'appelle Dominique Royer, j'ai fondé une agence conseil en RSE qui s'appelle ISOP et j'ai travaillé beaucoup au WWF, donc j'ai un tropisme particulier sur la biodiversité et nous travaillons pour le programme Entreprises engagées pour la nature de l'OFB. Juste, je fais un petit rappel, des fois que vous ne soyez pas tout à fait informés sur l'impact que vous avez sur la biodiversité. Vous connaissez le concept d'empreinte écologique? Oui, non? En fait, l'empreinte écologique, c'est vraiment quelle est la surface de la planète nécessaire pour votre consommation. Donc à la fois pour les poissons que vous mangez, mais aussi l'eau que vous consommez, mais aussi le bois pour vos meubles, votre papier, enfin bref, tout est confondu. Donc il faudrait tous qu'on vive avec une empreinte écologique égale à une planète par an. Comme ça permet à la planète de se régénérer. Or, ce n'est pas vraiment le cas, puisque si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 2 planètes supplémentaires. Et si tout le monde vivait comme un Américain, il faudrait 4 planètes supplémentaires. C'est encore pire. Donc, c'est un peu comme si vous consommiez chaque mois plus que votre salaire, en fait. Donc, vous avez une dette. Et la dette qu'on a aujourd'hui en termes de biodiversité, c'est une dette sur les générations futures. Donc c'est une dette par rapport à vos enfants, vos petits-enfants, etc., qui ne pourront plus bénéficier de la même richesse que nous, on en bénéficie. Et c'est une dette sur les autres, parce qu'évidemment, l'empreinte écologique est totalement différente en Afrique et même en Chine. D'accord ? Donc, partant de là, c'est clair qu'on a besoin de faire attention à la biodiversité, de mettre en place les moyens de la protéger et les moyens qu'elle se régénère. Il y a l'IPBES qui a fait une classification des différentes activités humaines et surtout des différents facteurs d'érosion. Donc, dans les facteurs d'érosion, le numéro 1, c'est le changement d'usage des terres et des mers. Donc, quand vous bâtissez un immeuble, au lieu d'avoir un terrain vierge, quand vous faites une culture de blé, au lieu d'avoir des haies, enfin, tous ces sujets-là, c'est un changement d'usage des terres et des mers, quand vous faites une autoroute, etc. C'est le premier facteur d'érosion de la biodiversité. Le deuxième, c'est la surexploitation des ressources naturelles. Ça, c'est plus accessible pour tout le monde. C'est effectivement toutes les ressources que vous utilisez pour vos produits. Vous êtes dans la cosmétique, vous avez besoin de plantes. Vous êtes dans la médecine, vous avez aussi besoin d'ingrédients à base de plantes, etc. Sachant que, par exemple, dans la médecine, il y a beaucoup des principes actifs qu'on a identifiés qui sont issus de la biodiversité. Ça veut dire que chaque fois qu'une espèce meurt, c'est peut-être un principe actif qui est en train de disparaître. Donc le champ est immense du désespoir autour de la biodiversité. Donc je ne vais pas vous le faire pendant 1 heure. L'autre facteur d'érosion, c'est le changement climatique. Après, il y a les pollutions, y compris les pollutions visuelles et les pollutions nocturnes, qui nuisent beaucoup aux insectes et les espèces exotiques envahissantes. Je finirai par vous dire qu'il y a plus de la moitié du PIB mondial qui dépend des services de la biodiversité. On pourrait, si on avait le temps, faire un tour de vos entreprises ici. À un moment ou à un autre, vous dépendez de la biodiversité et vous impactez sur la biodiversité. C'est pour ça qu'il y a plusieurs lois qui ont été mises en place pour essayer de faire avancer ce sujet de la biodiversité qui est un peu au ralenti par rapport au climat. Donc, dans la loi climat et résilience, il y a l'éco-score qui est l'affichage environnemental des produits dans lequel on tiendra compte de la biodiversité. Il y a la stratégie nationale pour la biodiversité qui impose aux entreprises des contraintes en termes de protection de la biodiversité. Je ne vais pas les énumérer là. Vous devez savoir que dans la stratégie nationale pour la biodiversité, le programme Entreprises engagées pour la nature que va nous présenter Laura doit réunir 5000 entreprises d'ici 2030, je crois. Aujourd'hui, on en a 70. Donc, il y a une vraie ambition.
170, pardon. Il y a une vraie ambition sur ce sujet-là. Et puis, il y a le reporting CSRD. Je suppose que vous en avez tous entendu parler. Dans le reporting CSRD, si vous identifiez que vous avez des impacts sur la biodiversité, et il est probable que vous en ayez, vous devez remplir le SRS 4, qui est spécifique sur la biodiversité. En dehors du contexte réglementaire, il y a une multitude d'opportunités à protéger la biodiversité. D'abord, c'est hyper mobilisateur pour l'interne parce que les collaborateurs, pour eux, c'est beaucoup plus tangible, la biodiversité et la nature, que ne l'est le climat. Donc, c'est aussi un facteur d'engagement intéressant. Et puis, sécuriser vos approvisionnements, c'est un facteur financier qui est fondamental pour vos entreprises aussi, sans compter que ça rassure les investisseurs, etc. Donc, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Fanny pour lui demander où en sont aujourd'hui les entreprises sur le sujet de la biodiversité. Auparavant, je vais préciser que j'ai trouvé une stat là dernièrement, elle date de quelques mois. 32% des entreprises se préoccupent du sujet biodiversité. Oui. En fait, le sujet biodiversité, ça fait assez longtemps qu'on en parle, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'y étaient mises. Ça a commencé plutôt les grands groupes et puis les entreprises qui sont directement concernées. Donc on va avoir les entreprises agricoles, les entreprises de la cosmétique qui s'y sont mises, qui avaient besoin de s'y mettre parce qu'elles avaient beaucoup de questions sur le sujet, parce que c'était un sujet important. Mais ça a mis un peu de temps avant que d'autres entreprises s'y mettent, mais aujourd'hui c'est le cas pour deux raisons principales. La première, c'est la CSRD dont on parlait et qui oblige à se poser la question et qui fait de la biodiversité un sujet matériel pour beaucoup d'entreprises. Et ça arrive jusqu'aux PME parce que la CSRD, c'est un peu ruisselant et ça demande de se préoccuper de ses fournisseurs. Et donc, même les grandes entreprises commencent à poser des questions à leurs fournisseurs, qui elles-mêmes posent des questions à leurs fournisseurs. Et donc, petit à petit, on a tout le monde qui est mobilisé sur ce sujet de la biodiversité avec des questions assez précises qui peuvent être c'est quoi votre stratégie biodiversité, mais aussi des questions beaucoup plus concrètes de on sait que dans votre secteur minier, il peut y avoir des enjeux sur les pollutions au moment de l'extraction, au moment du raffinage. Est-ce que vous mettez en place des choses pour préserver la biodiversité, pour préserver le vivant? C'est qu'il y a des gros enjeux sur l'impact du prélèvement d'eau sur les écosystèmes aquatiques. Est-ce que vous mettez des choses en place, vous qui êtes dans une activité industrielle? Donc ça arrive petit à petit de manière très concrète. Et puis le deuxième acteur qui fait que ça bouge, c'est les acteurs financiers, parce que depuis 3 ans, l'article 29 de la loi énergie-climat demande aux acteurs financiers de calculer leur empreinte biodiversité de leur portefeuille. Et donc petit à petit, on a les entreprises qui se posent des questions là-dessus. Et nous, on le voit vraiment dans la dynamique de clients. Et depuis 2 ans, on a vraiment tout type d'entreprises qui viennent nous voir, qui nous disent nos clients, nos financeurs, nos actionnaires nous posent des questions concrètes sur le sujet. Et donc, on est obligé d'avancer. On a besoin de savoir comment avancer, et donc d'identifier les enjeux, de construire des démarches concrètes, objectives, qui s'alignent avec les nouvelles demandes réglementaires, avec des indicateurs concrets, des choses concrètes. Donc voilà, ça met un petit peu de temps, mais c'est bien là, et c'est de plus en plus là avec les contraintes réglementaires qui arrivent. Oui, après, c'est clair que quand vous avez, même si vous n'êtes pas soumis à la CSRD, votre fournisseur va vous demander la traçabilité. C'est ce que tu disais. Donc, la traçabilité oblige à vous préoccuper d'où viennent vos matières premières. Alors, Laura, toi, tu es en prise directe avec les entreprises au sein de l'OFB, notamment sur le programme Entreprises engagées pour la nature. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'état d'esprit d'esprit et les actions des entreprises en ce moment sur la biodiversité? Oui, alors nous, ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises, elles ont un besoin les entreprises qui souhaitent aller sur le sujet de la biodiversité, il y a un besoin de par où je commence, comment je fais. Alors c'est sûr que sur l'enjeu du climat, il y a le bilan carbone qui est un peu le point de démarrage, et sur la biodiversité, il y avait ce sujet de quels outils, quels indicateurs, quelle méthodologie. Et c'est pour ça que nous, le programme Entreprises engagées pour la nature, qu'on porte, qui a été lancé maintenant il y a 4 ans, l'idée, c'est de pouvoir, sans forcément proposer un outil miracle ou un indicateur miracle, proposer une méthodologie robuste d'engagement, parce qu'en fait, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez, de la taille de votre entreprise, en fait, les outils, les indicateurs ne vont pas être les mêmes. Donc, à travers le guide pour l'action qu'on a développé au sein du programme,
ça permet à l'entreprise de comprendre les différentes étapes d'une démarche biodiversité et de pouvoir être un peu redirigé vers des outils qui vont lui permettre de structurer cette démarche-là, et notamment un cadre méthodologique d'engagement, puisqu'une fois que l'entreprise adhère dans le programme, elle a 1 an pour réaliser un plan d'action sur la base des critères SMART, qui sont souvent connus par les entreprises, que nous on va vérifier. L'idée, c'est pas tant d'être sur un label, on a compris que c'était pas tant ça le besoin, mais c'était vraiment de pouvoir mobiliser le plus largement possible les entreprises dans une démarche de progrès, à faire le premier pas, puis après le suivant, les pas supplémentaires, dans une idée d'amélioration continue. Et la robustesse de la démarche, elle est garantie, puisque tous les 2 ans, une fois que le plan d'action a été du coup validé et analysé sur la base des critères SMART, l'entreprise réalise un rapport de suivi qui va être du coup analysé par l'Office français de la biodiversité, un bureau d'études mandaté par l'Office français de la biodiversité, et qui va permettre à l'entreprise de bénéficier de recommandations sur la mise en œuvre de ces actions pour pouvoir du coup s'améliorer, soit dans la poursuite de ces actions, soit dans le dépôt d'un nouveau plan d'action. Et là, aujourd'hui, on voit que le besoin pour les PME, c'est d'avoir des outils de plus en plus clés en main. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire évoluer ce dispositif, dans lequel on a vu d'abord les grandes entreprises arriver. Mais aujourd'hui, on a à peu près, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est plus de 60% de la communauté des entreprises engagées pour la nature qui sont des TPE-PME. Et avec du coup l'avènement de la CSRD, on voit vraiment un élan d'intérêt sur le sujet, et notamment de ces entreprises-là, puisque l'effet chaîne de valeur et ce que disait Fanny tout à l'heure. Et du coup, comme vous avez plein de roadmaps qui ont déjà été vus, qu'est-ce que tu observes? Quels sont les freins, les difficultés? Quels sont les sujets sur lesquels l'entreprise avance vite? Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que le premier levier d'action que l'entreprise a envie d'engager, c'est accueillir la biodiversité sur ses sites. Alors, c'est vrai que ça, c'est un levier qui est intéressant, ne serait-ce que pour mobiliser les collaborateurs, puisque, en fait, quand on accueille la biodiversité quelque part, elle revient assez vite, en fait. C'est la partie assez visible par rapport à des actions qu'on peut mener par rapport au climat. Nous, ce qu'on essaye de leur montrer, c'est que agir pour la biodiversité, c'est agir en fait tout au long de la chaîne de valeur, et sur finalement les 5 facteurs d'érosion de la biodiversité dont tu as parlé tout à l'heure. Et ça peut se traduire aussi par intégrer des critères biodiversité dans sa politique d'achat, par exemple. Et donc après, ça se traduit notamment pour les PME au niveau des fournisseurs, ou agir à l'aval vis-à-vis des clients en développant des offres de services dédiés ou des offres de produits qui intègrent des critères biodiversité. Donc on a tendance à avoir cette entrée-là par la biodiversité au sens physique, de mettre en place des actions sur ces sites. Mais en fait, derrière, les modalités d'action, elles se situent tout au long de la chaîne de valeur, et parfois sur des sujets liés très fortement à l'économie circulaire, par exemple, ou même à des actions qu'on identifie rattachées au changement climatique, qui sont en fait des actions qui contribuent à la préservation de la biodiversité. C'est pour ça qu'on essaye de montrer aussi que la biodiversité, ça peut être assez structurant en termes de squelette d'une politique aussi RSE, parce que ça permet d'aborder finalement énormément de sujets. Mais il y a encore toute une culture à mener là-dessus, et l'OFB travaille aussi à la sensibilisation sur ces sujets-là. Merci Laura. Est-ce que si je dis que les entreprises ont quand même du mal à identifier leurs impacts et leurs dépendances, je suis juste ou pas? Oui, en effet. Toujours ce sujet de la recherche de l'outil un peu miracle qui pourrait fonctionner pour une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille. Vous l'avez vu, le prisme d'entrée pour comprendre son lien de dépendance ou d'impact à la biodiversité, c'est déjà 5 facteurs. Donc 5 facteurs qui ont aussi derrière des boîtes à outils et d'indicateurs un peu spécifiques, et qui sont difficiles à agglomérer dans un bilan qu'on imaginerait un peu comme le bilan carbone. Une fois qu'on a dit ça, nous, on travaille justement à pouvoir outiller de plus en plus les entreprises sur ces sujets-là. Donc ça passe déjà par le déploiement dans les territoires du programme Entreprises engagées pour la nature, parce que là, aujourd'hui, il est porté au niveau très national, mais à partir de 2025, on a 4 agences régionales de la biodiversité qui vont porter le dispositif pour pouvoir accompagner les PME au plus près et dans les territoires, en se greffant aussi à des dispositifs régionaux qui existent déjà parfois. Et surtout, on travaille avec BPI France au développement d'un DIAG Action Biodiversité, sous le même modèle que le DIAG Décarbonation ou le DIAG Écoflux que vous pouvez connaître, qui permettra du coup à des PME de pouvoir être accompagnées
Donc voilà, 10 jours d'accompagnement pour réaliser à la fois cet état des lieux et pouvoir identifier des actions, puisque l'idée, c'est pas tant juste de pouvoir faire un diagnostic, mais bien de passer à l'action. Et ça aussi, ça va être source de référentiel et de méthodologie pour faciliter la prise en main du sujet aux entreprises de plus petite taille, puisque ce sera vraiment destiné aux PME. Merci Laura. Hier, on a fait un débat biodiversité où les gens exprimaient, les entreprises exprimaient leurs freins. Et parmi leurs freins, ils disaient on ne sait pas par où commencer. Donc moi, j'aurais envie de rebondir sur ce que tu viens de dire en disant si on est une PME, on va déjà identifier juste là où on a le plus gros impact. Et donc, c'est pas forcément sur toute la chaîne de valeur, mais dans la chaîne de valeur, c'est là où on a... Et peut-être commencer par ça pour pouvoir avancer. Et là-dessus, c'est vraiment dans l'essence même du programme Entreprise engagée pour la nature, puisqu'on est vraiment sur des démarches de progrès et on demande du coup un peu cette analyse un peu macro où se situent les principaux impacts et dépendances de l'entreprise, et après de se concentrer déjà sur un périmètre bien identifié d'un enjeu en particulier pour mettre en place déjà une première action. L'idée, c'est pas de prendre par tous les morceaux en même temps, parce qu'on risque aussi de se perdre et puis on perd en efficacité de l'action. Voilà. Et après, ça permet à l'entreprise de se familiariser avec ces enjeux-là, de rentrer aussi un peu dans le système du fonctionnement de la biodiversité, de sa complexité. La complexité, il ne faut pas le voir comme une difficulté, mais bien comme une richesse. Hein. C'est la diversité qui fait la richesse de notre monde. Et du coup, entrer dans la biodiversité, c'est rentrer aussi un peu dans ce système-là. Et après, progressivement, s'attaquer à un enjeu, puis à un autre, etc. Et d'ailleurs, Fanny, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, comme méthodologie pour une entreprise pour travailler sur ces sujets-là ? La bonne nouvelle là-dessus, c'est que l'ensemble des cadres sont d'accord. C'est-à-dire que vous preniez le guide pour l'action d'entreprises engagées pour la nature, mais aussi ce que proposent les Science-Based Targets pour la nature qui sont en train de se développer, ou ce qui est en train de faire la Task Force on Financial Related Disclosure, Nature Related Disclosure, la TNFD, donc tous ces cadres internationaux dont on entend parler, tout le monde est d'accord. L'idée, c'est j'analyse mes dépendances à la biodiversité par rapport aux services écosystémiques. Donc ça, je les évalue, souvent qualitativement, parce qu'il n'y a pas de métrique parfaite. Ensuite, j'évalue mes impacts. Alors là, j'essaye d'être un petit peu plus quantitatif et d'aller m'intéresser à mon impact sur l'ensemble des facteurs d'érosion de la biodiversité. Donc le bilan carbone est une mesure de l'impact, mais aussi combien d'hectares j'occupe, j'artificialise, combien d'eau je consomme, combien je pollue, combien de polluants je déverse dans les milieux naturels. Est-ce que j'impacte les espèces exotiques envahissantes? Est-ce que je participe à leur dissémination? Donc tout le monde est d'accord pour se dire on fait ça, on regarde ça, on essaye de prioriser les choses comme le disait Laura, à la fois d'un point de vue importance pour le vivant et impact sur le vivant, mais aussi d'un point de vue purement business, hein, quels sont les risques, les opportunités que je peux avoir derrière, aussi pour prendre un dialogue qui va parler à la direction et qui va pouvoir permettre le changement. Je prends ce prisme risque et opportunité et je priorise les sujets qui sont les plus risqués ou qui sont les plus teneurs d'opportunités, et à partir de ça je vais construire mon plan d'action et ma stratégie, et donc pour ça il y a pas mal de moyens qui peuvent être mis en œuvre, mais le plus important c'est de le faire dans un esprit d'implication des parties prenantes, hein. Je vous apprends rien dès qu'on essaye de travailler sur des choses qui vont toucher à la responsabilité sociétale, à la RSE, au développement durable, il faut le faire en prenant en compte ces parties prenantes, et donc en mobilisant à la fois ses collaborateurs mais aussi ses parties prenantes externes. Donc si je veux mettre en place des choses pour traiter de la biodiversité sur mon site, donc par exemple sur mes espaces verts, je vais m'entourer d'acteurs locaux, d'associations locales pour faire des choses intelligentes et pas venir mettre des abeilles en concurrence avec tous les pollinisateurs sauvages du coin. Si je veux travailler sur ma chaîne de valeur, je vais aller travailler avec mes fournisseurs. Je ne vais pas travailler bêtement tout seul dans mon coin. Donc mes fournisseurs, mes clients. Donc voilà, je vais faire travailler mon écosystème pour mettre en œuvre des actions intéressantes et pertinentes. Alors moi, j'ai envie de vous poser une autre question. C'est une question qu'on nous a posée aussi. C'est en dehors de la réglementation, pourquoi est-ce que je m'intéresserais à la biodiversité en tant qu'entreprise ? Ça, on l'a un peu dit dans le déroulé de présentation du début, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et je pense que l'analyse de double matérialité liée à la CSRD permet aussi d'identifier ça, c'est que les activités humaines sont dépendantes, et donc le développement des activités économiques est dépendant d'une biodiversité
et d'écosystèmes en bonne santé. Et en même temps, les activités économiques sont à l'origine des pressions. Donc à un moment donné, cette relation d'interdépendance et d'impact-dépendance est source de risques et d'opportunités pour l'entreprise. Alors c'est sûr qu'il va y avoir des secteurs d'activité pour lesquels ça va être beaucoup plus évident, mais par exemple, de manière très concrète, on peut parler de risques type rupture de chaîne d'approvisionnement, raréfaction d'accès à une matière première parce qu'en fait, on surexploite, donc on tire la ressource du milieu plus rapidement que le milieu a la capacité à la régénérer. Ça crée la raréfaction des ressources, une hausse des prix. Après, il faut le gérer. Sinon, il faut s'adapter. L'adaptation, c'est aussi des coûts d'adaptation, etc. Donc, ça peut être des risques tout à fait matériels. Idem aussi sur la question de la prise de conscience de plus en plus grande des consommateurs, des clients, au-delà de la réglementation. On l'a vu sur des questions de perte de part de marché assez importante pour des entreprises. Je pense notamment, sans citer, au marché de la pâte à tartiner, des leaders de ce marché-là qui, suite à, dans l'opinion publique, le sujet lié à l'huile de palme, ont complètement perdu des monopoles, etc. Donc en fait, c'est sûr que là, j'ai donné des exemples avec des liens beaucoup plus directs, mais c'est un peu l'illustration que tu montrais tout à l'heure sur les différentes vagues. On l'a vu avec le Covid et ce que ça a pu entraîner en termes de raréfaction de ressources et un peu bouleversement de certaines chaînes d'approvisionnement. Avec la biodiversité, ce qui nous attend, c'est aussi un petit peu la même chose. C'est plus difficile à percevoir et peut-être c'est moins perceptible de prime abord, mais en fait derrière, moi j'aime bien utiliser la métaphore pour la biodiversité du tissu vivant de la planète. C'est-à-dire, vous voyez une maille de tissu, on va tirer un fil, il peut rien se passer, on va en tirer un deuxième, il peut rien se passer. À un moment donné, on va tirer un fil et là il y a tout qui part. La biodiversité, c'est un équilibre assez fragile, c'est la diversité des espèces, des individus au sein d'une même espèce, des écosystèmes et de toutes les interactions entre elles. Donc à un moment donné, c'est un petit peu jouer aussi avec le feu, mais les conséquences peuvent être très matérielles et parfois aussi un peu imprévisibles. Donc c'est un peu un principe de précaution auquel on est appelé. Puis aujourd'hui, la réglementation de manière très pragmatique évolue beaucoup, les politiques publiques aussi avec la stratégie nationale pour la biodiversité. Donc ça devient et ça va devenir une préoccupation incontournable pour les entreprises, et plus elles s'y prennent en amont, plus elles seront après demain innovantes et en position pour faire face à ce qui va venir dans les années à venir là-dessus. Et Fanny, moi j'aurais une autre question à te poser. Est-ce que parmi vos clients, les gens que vous avez conseillés sur ces sujets-là, tu peux nous citer un ou deux exemples de clients qui ont vu très concrètement l'impact positif que ça avait de traiter le sujet biodiversité ? Oui, et même au-delà, il y a un premier impact positif déjà, c'est de se dire que, en général, quand on arrive chez un client, on travaille sur la biodiversité, on part pas de zéro. Les clients, ils ont déjà travaillé sur leur empreinte carbone, ils ont déjà mis en place des choses sur l'économie circulaire, ils travaillent déjà sur leur pollution, ils travaillent souvent déjà sur l'eau. Donc nous, quand on arrive, on repriorise peut-être un petit peu des choses, où on ouvre un petit peu la perspective sur les autres impacts. Et donc on arrive à venir dire, alors oui, c'est bien, vous avez mis des choses en place, mais est-ce que vous n'êtes pas passé à côté d'un sujet en vous concentrant peut-être trop sur les transports, l'empreinte carbone et les impacts associés en transport, et peut-être pas assez sur l'impact de vos fournisseurs. C'est souvent ce qui ressort en principal. Et donc, oui, très concrètement, moi, j'ai travaillé avec une entreprise de l'industrie. Alors, on pourrait se dire, ah oui, une petite boîte industrielle, elle n'a peut-être pas beaucoup de rapport avec la biodiversité. En analysant ces impacts, oui, en fait, ces gros impacts, ils étaient au niveau de ses fournisseurs et au niveau des parties d'extraction des matériaux. Et donc, ça a permis de mettre en avant une dynamique qu'il y avait déjà dans l'entreprise, qui était autour de l'économie circulaire et qui était de, en fait, repenser un peu leur business model et se dire comment est-ce qu'on peut développer des produits qui soient beaucoup plus qualitatifs à partir de matériaux de qualité. Donc, on fait attention à l'approvisionnement, mais aussi comment est-ce qu'on peut rendre ce qu'on vend plus robuste. Peut-être changer de modèle d'affaires derrière, accompagner de services, passer en économie de la fonctionnalité pour faire durer dans le temps ces produits et se dire que voilà, je ne mets pas un produit jetable sur le marché, je n'ai pas extrait des ressources, abîmé la biodiversité au moment de l'extraction pour rien. Et donc
la conséquence concrète de ça, c'est mettre en avant des dynamiques déjà existantes dans l'entreprise et les valoriser encore plus avec quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, qui touche les gens, c'est-à-dire en faisant ça, on protège aussi la nature, on protège le vivant, on protège les forêts à côté desquelles vous passez tous les jours, on protège les oiseaux que vous observez tous les jours et les parcs dans lesquels vos enfants sont heureux de s'amuser. Donc voilà, c'est des choses très concrètes. On ramène du concret et on relance des dynamiques souvent déjà existantes dans les entreprises. Peut-être juste un mot, pardon, en complément, c'est que les projets biodiversité sont souvent très fédérateurs en fait en entreprise au niveau des salariés. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez fort, je trouve, dans les démarches, c'est que du coup, c'est des projets porteurs de sens et qui du coup mobilisent énormément les collaborateurs. Et c'est un atout aussi. Je voulais souligner ce point-là. Bien d'accord. Donc là, on vous a dit plein de choses. J'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 4 minutes. Oui, bonjour. Vous avez parlé d'accompagnement avec, à l'instar du DIAG décarbonation, le DIAG biodiversité. Quels seront les prestataires qui feront les accompagnements? Quel type de compétences est attendu? Alors, ce seront des bureaux d'études, un peu comme le système des autres DIAG Actions. Hein. Ce seront des bureaux d'études qui seront référencés et formés à la méthodologie par BPI France. Après, il faut que le bureau d'études, évidemment, ait quand même des compétences sur le sujet de la biodiversité. Voilà. Après, aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de bureaux d'études assez généralistes qui, aujourd'hui, cherchent à se spécialiser sur le sujet de la biodiversité et qui pourront, du coup, aussi être formés à la méthodologie. Mais en effet, il faut quand même avoir une expertise un peu sur la biodiversité au niveau du bureau d'études. Après, une expertise, ça se développe aussi. Donc, voilà. Bonjour et merci pour le partage. La CSRD, elle porte une stratégie, des plans d'action et beaucoup de quali, mais aussi du quanti. Elle n'est pas très prescriptive sur... Donc je disais, la CSRD, on parle tous des data points. On sait qu'il y en a une bonne partie qui est qualitative avec les plans d'action, etc. Il y a du quantitatif, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de prescriptif sur la biodiversité. Moi, j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. Et est-ce qu'il y a des indicateurs qui pourraient être adaptés à un peu n'importe quelle entreprise pour pouvoir se parler? Est-ce qu'il y en a... Voilà, votre regard sur ces indicateurs et sur finalement comment on voit qu'on s'améliore. Pas juste le chiffre pour le chiffre, comment on voit qu'on s'améliore. Merci. Alors, puis je te laisserai compléter, Fanny. Non, par rapport à la CSRD, donc au niveau, entre guillemets, quantitatif, indicateur imposé, c'est surtout la proximité aux espaces menacés, écosystèmes menacés et espèces menacées. Enfin, c'est pas exactement espèces menacées, mais pour le dire plus simplement, on va le faire comme ça. C'est sûr que je pense que ça a été la grande difficulté dans la construction de la CSRD pour les différentes raisons que j'ai évoquées aussi tout à l'heure. Après, mesurer le suivi, à partir du moment où vous identifiez un enjeu précis et puis une action, je ne sais pas, par exemple, tu donnais tout à l'heure, enfin je ne sais plus si c'était cet exemple-là que tu donnais tout à l'heure, qui paraît un peu facile sur par exemple la consommation en eau ou les pollutions. Une fois qu'on a identifié cet enjeu-là, derrière, il y a des indicateurs qui existent et du coup qui permettent de voir le suivi et de voir la progression, l'amélioration et de se projeter sur des objectifs un peu smart à atteindre à une certaine temporalité. La question un peu de l'unicité pour tout le monde, ce serait plutôt dans une perspective comparative entre les entreprises du même secteur. Voilà, mais c'est vrai que le pouvoir suivre l'amélioration et les progrès, la mise en œuvre, ça aujourd'hui c'est tout à fait possible. Après, c'est sûr que c'est moins facilement valorisable que un bilan unique où on peut tout synthétiser avec la tonne équivalent CO2. Mais en tout cas, le suivi et les progrès sont du coup mesurables à travers ces indicateurs et derrière donc valorisables aussi. Mais peut-être Fanny...
Je veux juste rebondir par rapport au roadmap entreprises engagées pour la nature qu'on voit. On voit bien que les indicateurs, ils sont vraiment spécifiques à chaque fois. Suivant. Alors après, par secteur, ça reste un peu toujours les mêmes quand même. Je pense qu'à terme, on va avoir des bases de données par secteur. Mais ils sont vraiment, l'entreprise, elle le fait vraiment en fonction de son impact à elle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un indicateur universel pour tout. Mais c'est pas grave. Oui, et pendant les 10 secondes qui me restent, le lien surtout entre les différents ESRS entre eux, parce qu'en fait, le SRSEK, donc la partie biodiversité de la CSRD, c'est une porte d'entrée vers les autres ESRS. Voilà. Je pense que c'est fini. Et du coup, le lien, et comme on disait, en fait, oui, il n'y a que 2 indicateurs vraiment quanti qui sont dans la partie ESRSE4 sur la biodiversité, mais en fait, les indicateurs sur la quantité d'eau dans les zones de stress hydrique, les indicateurs sur les kilos de polluants, les indicateurs sur le carbone, tout ça, c'est des indicateurs qui sont essentiels, qui peuvent être essentiels, qui peuvent être votre enjeu biodiversité. Et donc, c'est des indicateurs qui sont en lien aussi avec la biodiversité. Et ensuite, il y a tout ce que tu disais, Laura, sur en fait, les indicateurs, créez-les-vous. La CSRD vous laisse un cadre pour vous créer les bons indicateurs, pour faire la bonne démarche et identifier les bons indicateurs. Utilisez ce cadre-là et ne voyez pas ça comme des data points, mais comme un cadre qui doit vous permettre d'identifier la bonne stratégie, les bons indicateurs qui vous ressemblent et qui seront pertinents pour votre entreprise et peut-être pas pertinents pour votre voisine. Voilà.